Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, et on se retrouve pour la seconde vidéo de la journée. Et oui, un petit zap est sorti ce matin vu que j'étais à la bourre hier. Je vous présente mes excuses et si vous souhaitez regarder le zap dans l'ordre, je vous mets la vidéo de ce matin en haut à droite. Bon, du coup, le Fear and Greed n'a pas changé depuis ce matin. On est toujours dans la zone de peur à 28 du côté crypto et du côté des marchés US, c'est la même. On est toujours dans la zone de peur à 36. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Installez-vous confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve demain pour le dernier zap de la saison. Si c'est pas beau ça. Allez, bonne vidéo à tous. C'était Zap Crypto. Ensuite, on a Zap Crypto qui nous a mis qu'on avait 21 millions de bitcoin, 62 millions de millionnaires et 2668 milliardaires. La supply des fiat qui tend vers l'infini. Comment pensez-vous que ça va finir cette histoire? Et moi, j'ai répondu à ce tweet en disant si tous les millionnaires veulent un bitcoin, du coup, mon calcul était très simple. C'était 21 divisé par 62 millions. Vu qu'on a 21 millions de bitcoin et on a 62 milliardaires, donc 21 millions de bitcoin divisé par les 62 millions de millionnaires, ça donnait du coup 0,33 et quelques, 0,339 il me semble, donc on peut arrondir à 0,34, et du coup ça donne que si demain, mais c'est hypothétique, c'est théorique, faites attention, c'est pas un calcul qui va marcher sûr et certain et que ça va arriver, c'est impossible en fait que tous les millionnaires veulent un bitcoin, mais c'est plus un exercice mental pour se rendre compte de ce que ça représente. C'est un exemple que c'est pas la première fois que je l'entends, ça fait plusieurs années que j'entends dire ce genre de réflexion là par rapport aux millionnaires, où en gros si on a chaque millionnaire qui achète un bitcoin, du coup ça ferait que 1 million de dollars vaudra 0,33 BTC, ou plutôt 0,33 BTC vaudra 1 million de dollars. Donc du coup il faudra juste posséder 0,33 BTC pour être millionnaire si tous les millionnaires veulent un bitcoin entier. Mais voilà, ça n'a pas trop de sens parce que bien sûr il y a les bitcoins perdus qu'il faut prendre en compte, ils sont plus de 5-6 millions. Il y a aussi dans le calcul là, j'ai juste pris qu'en fait c'est les millionnaires qui achètent bitcoin, mais j'ai pas pris tous les autres personnes, tous les milliardaires ou les personnes qui sont pas millionnaires qui achètent bitcoin et qui sont aussi majoritaires. Donc c'est plus un exercice de pensée, mais pas une hypothèse qui va arriver dans le futur. Bien sûr que non. C'est un peu comme quand on dit par exemple l'or, si on prend tout l'or du monde, et ça fait, je sais plus ce que c'était exactement, mais ça représente ça représente quelques tonnes, et ça faisait un tiers ou un dixième du poids de la Tour Eiffel, enfin bref, un truc dans ce style, je sais plus exactement, mais voilà, c'est pas possible à faire, mais c'est pour se quantifier un peu, je sais pas si ça se dit, le nombre de bitcoin qu'il y a, voilà, qui reste assez faible comparé au nombre de personnes qu'il y a dans le monde, et comparé aussi aux millionnaires, parce qu'en fait, il y a plus de milliardaires que de bitcoin, c'est hallucinant. Je voulais aussi revenir très brièvement sur un petit post de Ledger, puisque bien sûr, méfiez-vous, il y a toujours des scams actuellement, il y a beaucoup d'escroqueries, et donc quand vous voyez en fait la petite encoche ici là de validation, de compte certifié, maintenant sachez que cette encoche là, je vous le rappelle, elle est délivrée par Twitter pour 8 balles par mois, donc n'importe qui peut l'avoir. Du coup là, on a Ledger Support qui se fait passer du coup pour... Pardon, on a Ledger Support avec un P à la fin, qui se fait passer pour Ledger Support le vrai, et qui du coup en fait après contacte les gens et essaie de les scammer. Donc vraiment soyez très vigilants, faites très attention et redoublez, et comment dire, si vous avez un doute, et vous recommencez à zéro et puis vous recheckez bien toutes les étapes pour être sûr. Ne soyez pas trop pressé de faire une transaction, parce qu'il vaut mieux louper quelques dollars sur un actif en fait qui monte et l'acheter un poil plus cher, mais au moins l'acheter et pas s'être fait scammer, s'être fait avoir par une technique frauduleuse. Parlons désormais de FTX. FTX avec en fait les utilisateurs de FTX et beaucoup d'utilisateurs en fait internationaux de FTX sont en train de demander à ce que leur nom ne soit pas révélé par la justice. On rappelle qu'il doit y avoir une décision en janvier sur le sujet. Le juge devrait autoriser ou ne pas autoriser la publication des noms, prénoms, des wallets aussi de toutes les personnes qui avaient de l'argent sur FTX, et ça pose des problématiques de confidentialité, et les gens sont en train de se réveiller en se disant c'est pas normal, il faudrait que ça ne soit pas le cas. Pour Celsius c'était arrivé, pour d'autres sociétés ce n'est pas arrivé, donc vraiment on attend cette décision du juge. Parlons aussi des actifs qui sont sous le contrôle des Bahamas de FTX. On vient d'avoir le chiffre exact, les Bahamas auraient plus de 3,5 milliards de dollars d'actifs de FTX. C'est, on va dire... honnêtement plus que ce qui était attendu. Je pensais pas qu'ils avaient autant. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore beaucoup d'actifs crypto à vendre pour rembourser les utilisateurs, mais maintenant j'espère juste qu'il n'y aura pas une bagarre, une lutte entre le gouvernement américain et le gouvernement des Bahamas pour savoir qui va récupérer l'argent, comment l'argent va être récupéré. Le plus simple, ça serait que voilà, la Cour suprême des Bahamas décide de donner l'argent directement à FTX pour que FTX fasse la répartition.
On va voir maintenant comment ça va évoluer au cours des prochaines semaines. Et aussi, on a le SBF qui aurait récupéré plus de 600 000 $, près de 700 000 $ après avoir été libéré, sachant qu'en fait, il n'est pas censé dépenser plus de 1000 $ sans autorisation de la justice. Il aurait vendu un certain nombre de tokens, les aurait récupérés sur une autre adresse pour plus de 700 000 $. Et maintenant la question c'est est-ce qu'il avait le droit ou non de faire ça? Est-ce qu'il pourrait être mis à nouveau en prison pour avoir fait ça? On ne sait pas, on va voir comment les gens vont réagir, parce qu'en soi il a pas vraiment dépensé 600 000 $, il a converti 700 000 $. Donc on va voir l'interprétation de la justice. Frérot, si tu es développeur blockchain ou si tu souhaites l'être, va chercher ton million en 2023. Charbonne et va chercher ton million en 2023 grâce à tes compétences de dev. Parce qu'en 2022, les hackers éthiques ont gagné 52 millions de $ pour avoir décelé des hacks sur des plateformes. Parce qu'en gros, si tu es dev blockchain, tu peux aller sur des plateformes de bug bounty. D'ailleurs, cette statistique nous vient de la plateforme Bug Bounty Immunify. Et sur ces plateformes, tu peux justement essayer de repérer des vulnérabilités sur certains protocoles. Et en contrepartie, un protocole pourrait te récompenser à hauteur de plusieurs centaines de milliers, voire millions de $, car tu leur auras permis d'éviter de se faire voler plusieurs millions de $. Donc ça vaut le coup. Alors certes, parfois, quand on voit les récompenses que certains hackers ont comparées aux sommes qui ont été volées, on pourrait se dire, ouais, mais autant voler 100 millions que garder 1 million. Mais je pense que c'est mieux d'avoir 1 million de manière éthique que d'avoir 100 millions de manière illégale et être dans la peur. Tu vois ce que je veux dire? Alors commençons par les paiements. C'est quoi un paiement? Donc on parlait tout à l'heure de la monnaie. C'est très lié, vous allez le voir. C'est même très important et d'ailleurs la définition a été donnée. Les paiements sont l'écosystème d'échange de la monnaie contre des services, du travail et des biens grâce à des transactions qu'on appelle aujourd'hui électroniques. Les crypto, c'est électronique aussi. Transactions électroniques sécurisées entre un émetteur-payeur et un destinataire. Les revenus de cette industrie, c'est 2000 milliards de $ par an. Si vous connaissez une industrie qui fait un revenu plus grand, dites-le moi, je ne suis pas au courant de tout ça. Or, ça a augmenté encore récemment. Et moi, en 2012, dans mon papier, j'ai donné ces chiffres-là. J'ai fait tout un travail de 100 pages de calcul, pour arriver, entre autres, à ces résultats-là, que les volumes en 10 ans allaient doubler, les valeurs des montants des transactions allaient doubler, et que les revenus allaient doubler. En fait, non. Ils ont quadruplé. Je me suis trompé sur les revenus. Ils ont augmenté les commissions. Alors que la fraude, c'est là où j'avais détecté en 2012 qu'il y avait un grand problème dans mon industrie, c'est qu'elle n'est pas scalable dans le monde digital sans augmenter la fraude d'une façon grave. Le plastique payé par carte bancaire sur Internet, c'est pas bien, c'est pas fait pour ça. Et exactement, la fraude, elle a dépassé ce chiffre. Une question, David. Les yeux dans les yeux. Est-ce que t'es un connard? Alors, j'ai pas regardé le Fear and Greed, donc déjà, je suis pas un tricheur. Est-ce que tu as de l'or? Non? Un petit peu. Ah, bah tu es un gros connard, désolé David. Tu peux continuer maintenant ton... Voilà, je te laisse continuer, c'est pas grave. Tu t'exprimeras en tant que gros connard. Donc ouais, je disais, moi Mark Cuban, j'ai une petite affection pour lui parce que ça a été l'un des premiers, c'est toi qui nous en as parlé, qui a vanté le Dogecoin, tu vois. Ah, et disons que... ça a été un biais de confirmation pour qu'on en achète quand il était vraiment au ras des pâquerettes. Donc voilà, maintenant, bon, il est assez grossier quand il dit ça, mais je suis pas loin de le rejoindre dans le sens où vraiment il place le Bitcoin au-dessus de l'or en termes de valeur refuge. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu achètes de l'or, avoir de l'or physiquement, c'est une tannée. Et pour stocker ton or, il faut vraiment faire confiance à une entité tierce. Ton stockage, alors si tu veux le stocker toi-même, déjà, les lingots, les mettre quelque part chez toi, c'est un peu compliqué. Si les gens commencent à savoir que tu stockes de l'or chez toi, donc tu vas devenir une cible prioritaire. Et comme tu le dis, c'est un peu comme tout. Si tu veux le stocker chez une entité tierce, donc une grosse banque qui a des coffres, etc., bah c'est pas chez toi en fait. Donc à un moment donné, si tu veux le retirer, ça va être un peu comme ton argent. Tu vas devoir montrer patte blanche, ou quand tu vas avoir accès à ton coffre spécial dans n'importe quelle institution, tu vas devoir signer un ledger, savoir que t'es passé à telle date, ouvrir ce coffre, tout sera noté en fait. Ça sera pas anonymisé. C'est ça qui m'embête, moi. C'est ça, et puis, bon, il est assez folklorique comme personne, tu vois, mais le truc, c'est quand tu vois les investissements de Bank of America, etc., en fait, leur manière d'investir dans le Bitcoin
est plus ou moins similaire à leur manière d'investir dans l'or, tu vois. Et du coup, il y a une corrélation qui peut être faite en tant que valeur refuge. Je dis pas que Bitcoin c'est mieux ou moins bien que l'or, mais c'est en train de montrer que ça le devient, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, moi j'aime bien cette sortie de Mark Cuban qui en fait dit ça à Bill Maher qui a un podcast et qui invite justement tous ses potes ou toutes les connaissances qu'il a, comme il a de grosses entreprises, lui il connaît des grosses têtes comme Mark Cuban, et qui s'est fait remonter les bretelles par Mark Cuban parce que Bill Maher qui est anti-Bitcoin, Mark Cuban lui a dit, il a pas dit que c'était un gros connard, il a dit t'es juste stupide quoi, t'as pas de Bitcoin, t'es anti-Bitcoin, t'es vraiment teubé. T'as de l'or, d'accord, mais comment tu le stockes? C'est toi tu l'as entre tes mains, ton or? Non, moi mon Bitcoin j'ai entre mes mains. Tu vois, c'était un peu ça l'argument. Il se tournait un peu autour, il se titillait et j'ai trouvé ça, moi, assez bon enfant. Pourquoi? Parce que ça te montre qu'il y a quand même une petite démocratisation de plus en plus dans le discours commun. Parce que si Bill Maher commence à en parler comme ça, de façon un peu normale, moi je trouve ça cool qu'on s'exprime. Et puis Cuban, c'est pas un facho du Bitcoin non plus, parce qu'il a pas hésité à dire quels étaient les avantages, les défauts du Bitcoin, tu vois, il est très lucide, tu vois. Non, mais c'est vrai que la question du stockage, après voilà, l'or, il a quelques années d'avance sur le Bitcoin. Dans 4 ans seulement, l'Amérique fêtera ses 250 ans d'existence officielle, 250 années au cours desquelles le pays s'est hissé sur la plus haute marche du podium économique, commercial et militaire. Pour se faire une idée, il aura fallu 2 fois plus de temps à l'Empire britannique. Si le développement des États-Unis a fait preuve d'un tel dynamisme, c'est qu'il a pu s'appuyer d'abord sur des ressources naturelles gigantesques, puis sur des hommes capables de les exploiter au mieux, exceptionnels et animés d'un incroyable esprit de conquête. John Davidson Rockefeller fait partie de ces hommes. Figure iconique du capitalisme à l'américaine, il personnifie l'image populaire du riche businessman aux dents longues et du self-made man parti de rien. On dit de lui qu'il a été le premier milliardaire de l'histoire contemporaine, et il est d'ailleurs toujours considéré comme l'homme le plus riche de tous les temps, bien plus qu'Elon Musk, et son nom est même passé dans le langage courant. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus être riches comme les rois Crésus ou Midas, mais comme Rockefeller, un autre genre de roi, le roi du pétrole. Le pétrole, novateur et facile à produire, une énergie nouvelle qui va conduire l'Amérique à la victoire lors de la Première Guerre mondiale et lui offrir son statut actuel de première puissance économique dès la fin de la Deuxième. John et ses activités ont profondément bouleversé le pays. Il a fallu créer des lois spécialement pour celui qu'on surnommait le baron voleur, devenu riche grâce à un flair incroyable et des méthodes discutables. Pour faire oublier cette vilaine image, la légende raconte qu'une fois sa fortune faite, Rockefeller est devenu très généreux. C'est un devoir religieux d'obtenir tout l'argent que vous pouvez, disait-il, de garder tout ce que vous pouvez et de donner tout ce que vous pouvez. 85 ans après sa disparition, John est toujours là et son fantôme plane encore au-dessus des champs pétrolifères de l'Ohio et du Texas. Sa fondation existe toujours, ses héritiers se comptent par centaines. Sa société, la Standard Oil, survit aussi à travers les plus grosses crises pétrolières du monde et personne n'a oublié tout ce qu'il a dû faire pour en arriver là, surtout le pire. Un ancien banquier central chinois déclare que l'utilisation du yuan numérique a été faible. Bon, ben voilà, hein. Il a été faible, mais ils n'abandonnent pas. Pareil, vous irez lire tout ça si vous en avez envie. Ça a été faible, mais ils n'abandonnent pas du tout. Hein. Ils vont propager ça dans d'autres provinces, justement, pour continuer à développer ça. Hein. Bon, je sais qu'on critique énormément la Chine. Moi, je connais très, très, très bien la Chine, puisqu'en réalité, je suis expert en art asiatique et je suis un spécialiste de la Chine, donc je connais très, très bien la Chine. Ils sont pas avec un pistolet en train de dire aux gens sers-toi du numérique, hein, sinon tu vas aller en prison pendant 300 ans. Hein. Non, ça, c'est souvent des conneries qu'on entend, mais bon, passons. Chacun fait comme il veut. Ça se développe pas parce que les Chinois ont le même problème que nous ici. Puis ils ont d'autres problèmes encore, je vais juste revenir dessus une seconde. Ils ont le même problème que nous, c'est quelque chose, le numérique, et beaucoup de gens là-bas n'y croient pas. Hein, comme nous ici, la majorité des gens n'y croient pas, on est bien d'accord avec ça. Hein. Maintenant, quand l'État fait quelque chose, quand nous, l'État ici, va mettre la monnaie numérique, on va aller dessus. Il y a plein de gens qui vont y aller parce qu'ils vont se dire, sécurisé par l'État, donc on remplace simplement le dollar, l'euro, par de la numérique, sera pareil, puisqu'on paye avec nos cartes de crédit déjà. On a déjà des cartes en plastique, donc les gens sont déjà habitués à ça. Ce qui pénalise un petit peu la Chine, c'est que nous, les Français, nous sommes assez malins depuis longtemps quand même, puisqu'on supprime les espèces de plus en plus. Maintenant, un commerçant ne peut plus acheter au-dessus de 1 000 €. Bon, les espèces sont supprimées. On sait bien que maintenant, vous allez être puni. Vous allez avoir une mise à mort si vous utilisez des espèces. Je rigole, je plaisante, on ne va pas vous mettre à mort, mes amis. Mais vous n'avez pas le droit. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, hein, d'accord ? Donc,
La Chine, en revanche, avec les espèces, vous pouvez toujours vous servir d'espèces là-bas. C'est vrai qu'ils ont diminué la manière de faire depuis très longtemps grâce au téléphone. Parce qu'avec les téléphones, là-bas, depuis très longtemps, ça fait 25 ans que j'y vais, en Chine, vous pouvez payer depuis très longtemps avec votre téléphone, n'importe quel montant. Hein. Vous pouvez faire des transactions de n'importe quel montant avec quelqu'un d'autre en un rien de temps, quoi, en une fraction de seconde, on va dire. Eh bien, nous, ici, on commence simplement à faire tout ça, vous voyez. Et donc, eux, ils ont ce problème-là actuellement, c'est que les gens sont encore bien habitués à leur téléphone hein, en Chine. Donc, aller sur du numérique alors qu'ils ont déjà un système qui marche déjà très bien comme ça, ils voient peut-être pas trop le problème non plus, hein, c'est possible. Hein. Et ils ont, je répète, toutes ces espèces qui sont encore disponibles là-bas. Là-bas, il n'y a pas de problème. Vous allez à votre distributeur, vous avez besoin d'argent. Eh bien, en règle générale, souvent, on vous donne l'argent, que vous avez de l'argent, on vous le donne. Il n'y a que le distributeur, s'il n'a plus de sous, il ne vous le donnera pas, mais voilà. Et donc, nous, on voit ça un petit peu différemment, mais l'expérience qu'il y a en Chine est très intéressante à suivre, puisque ce qui va se faire là-bas, ça se fera chez nous dans quelques temps, hein, exactement, hein, même si les conditions politiques sont totalement différentes, mais au niveau de l'acceptation des populations, des choses comme ça, c'est exactement pareil. Hein. Donc voilà, ils ont quand même un train d'avance sur nous, hein, je vous ferai remarquer, hein, parce que moi j'aurais aimé que ça soit nous, les Français, qui en premier soyons sur le numérique, commencer à faire des choses comme ça, etc. etc. Sur le numérique on y est, hein, mais sur les monnaies, la monnaie digitale et sur des choses comme ça. J'aurais bien aimé que nos banquiers soient en avance là-dessus. Mais malheureusement, nous sommes les meilleurs du monde, les Français, mais on ne sommes pas toujours en avance quand même. Hein. Il y a alors de cela quelques mois, il semblait que la Russie profitait de la situation actuelle et jouissait d'une économie en croissance. En effet, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février, les démocraties alliées à l'Ukraine ont mis en place différents trains de sanctions contre le Kremlin. Or, s'il est vrai que ces sanctions ont pour conséquence de porter préjudice aux pays occidentaux tel un arroseur arrosé, pour ainsi dire, qu'en est-il concrètement du sort de la Russie ? Et ce, d'autant plus que, alors que d'autres devises fortes comme l'euro, la livre ou encore le dollar perdaient de la valeur face au rouble, et que les revenus du Kremlin en provenance de la vente de produits énergétiques russes ont continué de couler à flot, il était aisé de tirer des conclusions hâtives et de supposer l'inefficacité des sanctions. Or, si le raccourci intellectuel peut s'avérer attrayant, ces deux critères, c'est-à-dire la valeur du rouble d'une part et les revenus tirés de la vente d'hydrocarbures d'autre part, ne sont pas les meilleurs critères pour mesurer l'efficacité des sanctions contre la Russie. Dans quel état se trouve réellement l'économie russe et l'efficacité des sanctions est-elle réellement avérée? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et on va terminer les actualités par ce sondage que j'ai trouvé très intéressant, réalisé par l'éditorialiste institutionnel Investors et sponsorisé par Coinbase, qui est réalisé donc auprès d'investisseurs institutionnels. Donc là, c'est pas des retail, c'est pas des particuliers, c'est pas vous et moi. Donc le premier sondage, la première question, c'est de savoir la tendance pour 2023, et on a quand même 53% donc des instituts qui pensent que le Bitcoin va rester dans un range, va rester stable, mais on a aussi 30% presque qui pensent que le Bitcoin va poursuivre sa tendance baissière. On a 9% qui n'ont pas d'avis et 8% qui pensent que le Bitcoin peut reprendre une trend haussière. Personnellement, moi je serais plutôt d'accord avec ce scénario. Après une grosse baisse, voilà, si on suit le cycle et la psychologie des marchés, on a une hausse et ensuite on a une phase de remise à plat où il se passe pas grand chose et ensuite on repart sur un cycle haussier. Donc moi personnellement je pense que 2023, vu qu'on a eu la baisse puissante en 2022, en 2023 on devrait avoir du coup cette phase de plateau où on est à plat. En tout cas c'est ce que pense aussi la majorité des institutionnels. On poursuit avec un deuxième camembert, donc là où on nous dit que 71% des personnes interrogées sont d'accord pour affirmer que la valeur des crypto-monnaies augmentera sur le long terme. Donc ça c'est une question un peu plus générale, voilà, d'une vision plus long terme, et c'est vrai que voilà, on a 45% qui sont vraiment d'accord, on a 25% qui sont d'accord mais pas qui sont d'accord mais pas intimement convaincus, on va dire, et enfin on a 30% qui ne sont pas d'accord. Donc du coup ça nous fait un total de 71% des institutionnels qui pensent que les cryptos vont augmenter sur le long terme. Donc on a toujours une thèse bullish sur les crypto-monnaies au niveau du long terme. Et enfin la relation institutionnelle au niveau des crypto-monnaies. Là, c'est les inquiétudes principales des institutionnels sur les cryptos. En top 1, on a la réglementation, et en top 2, on a la volatilité, et enfin en top 3, on a le risque de manipulation de marché. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé avec SBF ou encore Terra Luna, forcément, ça n'a pas rassuré les institutionnels.
On va passer tout de suite à l'actualité d'Elon Musk. Ça nous vient du All In Podcast. Si vous connaissez pas, c'est vraiment un podcast extrêmement intéressant avec quatre personnalités de la Silicon Valley très connues. On retrouve David Sachs, on retrouve aussi qui est d'ailleurs un copain d'Elon Musk, on retrouve Jason Calacanis aussi très proche d'Elon Musk, on retrouve Chamath Palihapitiya et Jason Friedberg. David Friedberg, pardon. Donc, au cours du dernier épisode du All In Podcast, ils ont invité Elon Musk. C'était un peu un invité surprise. C'est arrivé en cours d'épisode. Ils étaient en train David Sachs était au sein du siège social de Twitter et Elon Musk est apparu. Il a donné plein d'informations sur Twitter. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect économique. Ils lui ont posé la question: quand est-ce que tu penses que combien de temps la récession va durer? Combien de temps on va rester dans un contexte économique assez morose et quand est-ce que ça va reprendre? Et je vous laisse écouter sa réponse. Dawn breaks roughly in Q2 24. If I were to guess, that's like my best guess. Donc voilà, sa meilleure réponse, ça serait en fait le deuxième trimestre de l'année 2024 pour vraiment un retournement de situation économique et un début de bull run, si on peut dire ça. Là, j'extrapole un peu, mais c'est vraiment ce qui dit une récession qui pourrait durer 1 an et demi à peu près à partir de maintenant et une reprise en 2024. Donc c'est plus long que prévu, c'est une confirmation de ce qu'il avait déjà dit, c'est applicable à l'économie, aux cryptos et à tout en fait. Donc voilà, je pensais que ça pouvait vous intéresser. Je sais qu'il y a pas mal de fans d'Elon Musk sur YouTube. Au niveau des indices de volatilité, pour l'instant, rien de spécial, il ne se passe pas grand-chose sur le marché. L'SP500, est-ce qu'il va nous rechercher la petite trendline long terme ici pour essayer de la casser ou se faire encore une fois rejeter? Ça, c'est le côté bullish, on va dire extra bullish, c'est ça y est, bear market fini, il éclate ça. Le côté mi-bullish, mi-bearish et qui va chercher pendant une semaine ou deux le plus haut ici, après il se fait ratatiner. Et le niveau bearish, et finalement, bim, on perd ces supports-là et on continue le bear market sur la bourse et aussi sur les cryptos. L'indice du dollar qui nous a bien fait chier cette année, il faut le dire, même si pour ceux qui étaient du coup bien exposés en stablecoin, au final vous avez pu profiter de la hausse qui n'a pas été parfaite, parce que regardez, en 2022 quand même on a une grande mèche au-dessus, donc c'est plutôt la deuxième partie de 2022 où l'indice du dollar s'est plutôt calmé et il va venir clôturer, encore une fois, ça dépend de la session de cet après-midi, mais en théorie, il devrait clôturer pile donc sur ce niveau-ci qui est assez pertinent. Vous le voyez ici qu'on a une clôture, une mèche et potentiellement la clôture donc de l'année 2022. Donc c'est en vert, mais ça devrait être en rouge le niveau. Donc c'est plutôt une résistance. Donc est-ce que le dollar va venir marquer un top ici et du coup ça serait un double top qu'on aurait marqué ici pour venir soit continuer le range ou continuer la dynamique. Et si on prend de l'annuel qui est plutôt baissière, vous voyez un top, un creux, un autre top, un autre creux, un creux encore plus bas et potentiellement un creux ici. Alors peut-être qu'on va venir réussir à pousser jusqu'à ce niveau-ci qui est assez pertinent, le niveau des 120 et qui nous ferait du coup potentiellement un énorme M ici pour ensuite venir casser à la baisse. Donc voilà, ça c'est clairement les deux targets à surveiller, mais on voit que sur l'indice du dollar, on a donc cette box ici qui est quand même une box où le dollar au niveau du long terme a quand même beaucoup de probabilité de se retourner et de repartir à la baisse. Concernant les Shimoku, en daily, on voit que on est en train de se faire rejeter tout simplement par le Kumo et on n'arrive pas à break. On reste toujours en dessous, donc dans un potentiel rebond. Si on jouait de l'Ishimoku pur, on aurait ici la LS, la Lightning Span, qui serait totalement libre. On a bien ici un rejet effectif qui est en train de se valider, donc on irait chercher potentiellement une target qui serait beaucoup plus basse, qui serait une target d'aplat ici. Donc c'est une target tic qui irait chercher l'aplat suivant qui serait des 16 159, donc qui serait une première target ici, et on pourrait aller chercher ensuite les targets suivantes. Les targets suivantes, il faut remonter beaucoup dans le temps pour pouvoir les avoir. Vous voyez, là on a très peu d'aplats. La prochaine serait les 15 500, et on irait chercher les aplats suivants du Kumo, seraient les 15 000 tout court. Donc qui serait une représentation des targets qui se trouvent ici. Vous avez d'ailleurs ce falling wedge ici qui est en train de se produire. On aurait potentiellement un tag au niveau de cette petite neckline ici, cette ligne de tendance avec une cassure au niveau de notre RSI 14. On est en train de travailler dessus, c'est haché chirurgical pour le coup. On est en train de et on peut éventuellement la breaker, aller taper au niveau de notre trendline vis-à-vis du prix, faire un pullback et puis après éventuellement faire une continuation haussière. Ce sera bien évidemment nécessairement catalysé par des news et actuellement on ne les a pas. On n'a strictement rien. Ce marché n'a jamais été aussi délaissé qu'aujourd'hui.
Ce marché n'a jamais été aussi délaissé qu'aujourd'hui. La perte de capitaux est sans commune mesure supérieure à ce qu'on avait vécu précédemment. Oui, parce que beaucoup plus de flux et un prix bien plus apprécié. On parle aujourd'hui de plus de 1500 milliards de dollars qui sont sortis des marchés crypto au niveau de leur capitalisation. 1500 milliards de dollars sur 2000, c'est quand même important. C'est quand même important. Donc ce marché est complètement délaissé. Est-ce que pour nous, on en trouverait ou pas des opportunités? La question bien sûr reste ouverte. Il faudra bien sûr être patient et soyez patient. Ensuite, c'est pas des bonnes nouvelles pour Solana, mais vous savez que Solana, moi, c'est pas du tout un projet que j'apprécie. Bien avant cette histoire d'FTX, on se rend compte que FTX et Solana, c'est un projet qui était adoré par FTX, par Sam Bankman, qui était énormément poussé par Sam Bankman. Ils avaient des grosses positions dans Solana. Et là, mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a 2 célèbres collections de NFT qui tournaient sur Solana, les 2 plus grosses tout simplement, The Gods et Y00TS, qui vont tout simplement quitter Solana. Donc ça, c'est encore des très mauvaises nouvelles. On verra sur le cours est passé sous les $10. Mais c'est vraiment pas des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour ce début 2023 sur Solana, parce que voilà, dans les NFT, ils avaient un certain savoir-faire, on va dire. Les 2 plus gros sont en train de partir, et quand les 2 plus gros partent, juste derrière, ceux qui suivent vont se poser la question, c'est sûr et certain. Et ça peut être le début de la fin des NFT sur Solana, tout simplement. L'information du jour aujourd'hui, c'est bien sûr le Twitter Space qui a eu lieu avec le fondateur de Cardano, donc Charles Hoskinson, et en fait, il a dit qu'ils allaient mettre un coup de collier sur les NFT, donc on va s'attendre à de grandes choses au niveau NFT sur la blockchain Cardano. C'est une blockchain que je connais pas encore très très bien, donc je vais commencer à la dig pas mal. Je commence à avoir beaucoup d'écosystèmes à dig en ce moment entre Cardano, Ultra, les nouvelles blockchains qui arrivent à droite à gauche. C'est assez compliqué. Je suis en train de redig aussi Klein, du coup la blockchain un petit peu asiatique qui est en train de revenir en force. Un grand pari pour 2023, Klein je pense, j'ai acheté du token d'ailleurs. Et donc du coup voilà, donc vraiment Cardano à surveiller, les annonces à surveiller, et puis je pense que 2023, j'arrête pas de le dire, mais 2023 sera une année je pense rocambolesque en termes de NFT. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.